bien, eh bien, à mon tour de remercier Madame Walker de m'avoir invité. Je crois que comment dire, la taille de mes remerciements est supérieure aux remerciements que, voilà, sont tout petits quand même, pour venir à l'Université libre de Bruxelles, qui a quand même, comment dire, qui est quand même un organisme, enfin, une institution, d'ailleurs, de taille en Europe. Et donc, merci d'être venus si nombreux, parce que je dis toujours à toutes les conférences, même s'il y a 2 personnes, je vous remercie d'être venus si nombreux. Et voilà. Après, compte tenu des effectifs en général aujourd'hui comment dire, d'étudiants en archéologie, vous avez un bon effectif. Il y a une dizaine de jours, j'ai fait une conférence similaire à Panthéon-Sorbonne, à Paris 1, mais ils étaient moins nombreux du jour. Et puis, alors, lorsque le professeur m'a demandé de venir, m'a demandé aussi de donner un titre. Puis finalement, comme elle le rappelait, comme il fallait que j'introduise cette série de séminaires, au fond, je me suis dit qu'effectivement, on doit se poser la question a priori, au fond, les temps modernes et contemporains, mais autant si c'était la préhistoire, je crois qu'on ne se poserait pas vraiment la question de quelle archéologie, quand on y va, on fouille, on farfouille, et puis on tombe des choses et on essaie de les interpréter. Et il est vrai que, merci, et il est vrai que là, pour les temps modernes et contemporains, on doit se poser la question. En partie, c'est un peu bizarre. C'est sûrement encore un peu bizarre, cette affaire-là. Ça me rappelle, vous voyez, il y a 35 ans, je faisais des fouilles avec Florent Journeau, avec qui j'ai d'ailleurs écrit ce livre d'archéologie moderne. On fouillait une église, et puis on a commencé par le début, évidemment, ce qui était au-dessus. Et comme on sortait d'une école du professeur Mourido avec Ramage, on s'est dit, on va commencer par ramasser tout, effectivement. Et c'était un gros tas de pierre, cette église. Et dans le gros tas de pierre, on a trouvé des bouteilles en verre noir, probablement du 18e, évidemment recueillies. On était vers 84-85, on avait des bénévoles avec nous, et notamment une association locale où il y avait un spécialiste du calcolithique et un gallo-romaniste. Et le spécialiste du gallo, alors on était dans l'Hérault, c'est très méridional, et le spécialiste du calcolithique me dit « Mais tu ramasses ça, et c'est la bouteille de pastis, Jiménez. » Et bon, c'est drôle, mais voilà, pourquoi il faut se poser la question, est-ce que effectivement, si ça avait été la bouteille de pastis, est-ce que c'est une évidence que, quand bien même, il faut la ramasser, il faut l'étudier, il faut la regarder, il faut la recueillir. C'est ça le sens de ma question. Quelle archéologie on peut envisager? Je sais dans ça. Alors, juste un petit rappel comme ça, mais aujourd'hui, je pense que même vous, ça ne vous choquera pas. Vieille et vaine question de l'archéologie moderne et contemporaine. Est-ce que ce serait pas un scandale étymologique de parler d'archéologie pour des choses quasiment même du présent? Évidemment non, je crois, parce que de toute façon, il y a environ 5 minutes que j'ai commencé ma conférence. Eh bien, il y a 5 minutes, c'est déjà hier, c'est déjà du passé, et donc c'est déjà de l'ancien. Donc, déjà, c'est peut-être une facilité de le dire comme ça, nonobstant, quand on regarde l'évolution de toute façon, et j'y reviendrai, on va dire des sciences historiques, et puis quand on regarde même la constitution de sciences aussi académiques que l'histoire, il y a une histoire moderne et contemporaine. Et puis l'histoire de l'art, il y a évidemment une histoire de l'art moderne et contemporain. Pourquoi n'y aurait-il pas une archéologie des temps modernes et contemporains? Vous voyez que même du point de vue strict de la langue, de l'expression, de l'étiquette qu'on va donner, il n'y a aucun problème de mettre ça derrière. C'est une autre façon de poser la question, c'est est-ce que l'ancienneté est un critère d'archéologicité? J'ai envie de dire, et c'est une des questions pour répondre à la question initiale, quelle archéologie? J'ai tout de suite envie de dire non, c'est pas un problème de parler, que les choses, ne soient pas anciennes pour qu'elles soient archéologiques. Pour qu'un archéologue se penche dessus, la preuve, ma bouteille en verre noir du 18e,
la preuve encore, et c'est beaucoup plus flagrant, toutes les fouilles qui ont lieu sur les tranchées de la Grande Guerre, etc., etc. C'est pas très ancien, hein. Moi, c'est au niveau de mes deux grands-pères ont fait la Grande Guerre, hein. Donc, pour moi, c'est vraiment pas très ancien. Mes deux grands-pères que j'ai connus, hein, ça veut dire. Donc, voilà, on fouille les lieux où ils ont combattu. Ah oui, moi, il est évident que ça reste de l'archéologie, il y a aucun. Donc, j'évacue cette question simplement des mots, même si ça et là, c'est une affaire de génération, ça peut, la chose peut perdurer. Je vais commencer par faire de l'historiographie. Alors, vous me pardonnerez, elle sera plutôt française, et elle est même carrément française, et un artifice de dire elle sera plutôt quand même délibérément française, évidemment par commodité et aussi par ignorance. Je ne vous le cache pas. Il ne faut pas tout savoir, ou dans les pieds de l'autre réflecteur qui a fait Madame Yoger, modeste cas. Bon, on ne peut pas tout savoir. Donc, je m'en tiens à la France, mais vous savez que la France, de toute façon, se croit toujours à l'avance sur tout. Donc, de toute façon, la vérité, évidemment, sera là. Alors, qu'on peut constater dans l'évolution, c'est qu'en France, depuis effectivement une cinquantaine d'années, de toute façon, l'archéologie a étendu le champ chronologique assez rapidement. Le champ chronologique d'études s'est étendu assez rapidement et il faut compter une bonne cinquantaine d'années, ce qui finalement est relativement court compte tenu du fait que l'archéologie, on va dire académique, elle n'est qu'au début du 19e siècle et vous voyez qu'elle s'est cantonnée pendant très longtemps. Si on prend le mot archéologie, hein, elle a gagné le Moyen-Âge dans la deuxième moitié du 19e siècle. Elle a bifurqué dans la préhistoire avec, aussi l'exploration, etc., etc. Et puis, je dirais qu'au XXe siècle, ça a un peu stagné. Et d'ailleurs, jusqu'aux années 50, en France, n'étions considérés officiellement archéologiques que ce qui était antérieur à l'an 800. Donc, en 800, on n'est plus archéologique. C'est comme ça. Et puis voilà. Donc, Charlemagne, voilà. Et vous voyez bien que d'ailleurs, pourquoi 800, c'est Charlemagne. Alors, vous voyez, c'est un événement politique, le sacre de Charlemagne, mais par là même, on transpose sur de l'archéologique et on dit, ah voilà, si vous trouvez un bouton de culotte au-delà d'après 800, il est plus archéologique. C'est comme ça, c'est l'arbitraire de la chose. Et évidemment, le contraste, c'est quand même intéressant, c'est de voir que aux Amériques, évidemment, ça ne poserait aucun problème très rapidement que l'archéologique soit dans le récent. Alors, on dit toujours que c'est parce qu'ils n'ont pas de passé, qui est vraiment... bien sûr, il dit aussi, ils ont plus un passé, évidemment, collectif, mais simplement, on n'a pas le même passé. Donc, il est logique qu'eux, ils s'occupent de leur passé, ils ont un passé, je dirais, le passé européen exporté aux États-Unis et au Canada, il est assez récent. Alors, on fait une archéologie de l'assez récent, mais ce n'est pas la question. La question, c'est d'explorer le passé, déjà, vous voyez. Donc, ce n'est pas comparable. En revanche, vu du côté de l'Europe et vu du côté de la France, on aurait pu quand même poser des questions un peu plus tôt à se dire, mais les Canadiens très tôt ont commencé à explorer les forts coloniaux. Comment dirais-je, on aurait pu quand même se poser la question, est-ce qu'on n'a pas des choses comme ça, une 7e, une 8e en France, dont on pourrait s'occuper? Eh bien non, il a fallu attendre, je dirais, il y a à peu près une cinquantaine d'années. Alors, en parallèle, vous avez un autre phénomène qui est l'archéologie industrielle. L'archéologie industrielle, c'est, je dirais, une spécialisation, mais au sein d'un domaine qui n'existe pas encore, l'archéologie moderne et contemporaine. Mais vous avez quelqu'un qui, en particulier, Maurice Daumas, qui est mort en 84. Je l'ai rencontré une fois d'ailleurs. J'étais plus jeune, j'avais 9 ans. Et donc, Maurice Daumas, il étudie, il qualifie l'archéologique, ses recherches, dès lors qu'il s'occupe de reconnaître les vestiges propres à la révolution industrielle en France. Et pourquoi il fait ça?
à la fois par sa formation d'un chimiste de formation, mais c'est aussi un passionné de l'histoire des techniques des sciences. Vous voyez, je vous ai mis un petit choix de ses publications. Et aussi, il prend exemple sur l'Angleterre, où l'archéologie industrielle commence à se développer dès le XIXe siècle et véritablement, tout au long du XXe siècle, existe en quelque sorte. En France, donc, c'est Maurice Domas qui est vraiment le promoteur de cette archéologie particulière. Alors, si je vous ai mis un choix de publication, c'est pour montrer aussi le personnage qui écrit un livre absolument, vraiment assez précurseur sur les instruments scientifiques, une forme de livre un peu de vulgarisation, mais il écrit aussi des biographies de savants, et puis il fait l'histoire générale des techniques, c'est une somme absolument colossale. Alors, vu de face, ça paraît un petit livre, si vous le regardez dans une bibliothèque, c'est l'arbre comme ça. Hein, c'est une vraie somme. Et puis, en bas à droite, l'archéologie industrielle en France, c'est le bilan de son enquête, une enquête qui dure 20 à 30 ans, hein, sur le sol français. Alors, bon, l'archéologie industrielle en France, c'est quand même un phénomène, j'ai envie de dire, c'est pas véritablement un phénomène précurseur. C'est presque une passion de quelqu'un et d'un groupe de personnes qui, au bout d'un moment, au début des années 80, fait un bilan et par là même fait la promotion de ce genre de vestiges, mais rapidement la chose va se figer en patrimonial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'archéologie industrielle, et même en Europe, là je suis un peu au courant, même en Europe, elle a une connotation délibérément patrimoniale de conservation, qui est évidemment lié au fait à une certaine désindustrialisation de l'Europe. Et voilà, c'est toutes les crises successives depuis les années 70 qui fait que le bassin lorrain et je veux dire, tous les grands centres industriels aussi se sont totalement écroulés. Et on se retrouve avec des générations qui ont effectivement passé toute leur vie laborieuse dans ces centres-là et qui ont, comme qui dirait, un sentiment un peu à la fois d'âge d'or, de nostalgie, tout ce genre de sentiment, qui fait qu'il y a eu beaucoup de mouvements patrimoniaux de conservation. Voilà. Donc l'archéologie industrielle se frotte aussi à ces sujets-là. Et beaucoup moins à, comment dirais-je, des problématiques véritablement de recherche sur les conditions d'exercice de l'industrie, etc. Ce qu'elle était au début. Ce qu'elle était au début, en particulier en s'intéressant à l'innovation. Alors en fait, l'archéologie, je dirais, traditionnelle par la fouille, France, elle va apparaître dans le sillage de l'archéologie médiévale. L'archéologie médiévale en France, les activités qualifiées d'archéologiques en France existent dès le XIXe siècle. Mais très rapidement, l'archéval du Moyen-Âge, on va dire, en France, est devenu de l'histoire de l'art. On s'intéresse quasiment qu'aux monuments, d'abord les églises, ensuite encore les églises, et enfin peut-être les hôtels particuliers et quelquefois des maisons. Ouais. Et rapidement, avec des publications comme au départ ce que fut le bulletin monumental et tous les congrès archéologiques de France, c'était essentiellement, on va dire, des visites et de monuments, d'hôtels particuliers et tout ce genre de choses. Et la fouille, quelque part, n'était pas dans l'archéologie française médiévale. Il faut attendre en fait les années 50 avec un personnage qui s'appelle Michel de Bois, qui entreprend des fouilles en Normandie. C'est un historien, un vrai historien, un chartiste, historien jusqu'au bout des ongles, chartiste qui se dit, voilà, pour compléter mes études d'histoire, eh bien, mes études d'archives, de faire une histoire par les archives, il est bien évident qu'il faut aussi aller voir comment toutes ces choses dont on entend parler incidemment dans les archives, comment c'est. Donc, on entreprend des fouilles et petit à petit,
évidemment, dans son sillage aussi, il y a un certain nombre de médiévistes, et en particulier, vous avez les médiévistes de l'école des hautes études en sciences sociales. C'est intéressant, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, c'est l'organisme qui s'occupe beaucoup de la notion de culture matérielle. D'accord. Et c'est une notion qui n'est pas forcément, qui ne colle pas qu'au Moyen-Âge. Elle peut s'étendre à bien d'autres périodes, évidemment. C'est un élément qui compte, c'est aussi des collaborations avec les pays de l'Est, dans les années 60, ce qui est, relativement... ce n'est pas si commun que ça à l'époque. Il faut oublier qu'à l'époque, vous avez vraiment deux blocs, politiquement parlant. Donc, vous avez des Polonais qui viennent en France, etc., et qui viennent fouiller des sites médiévaux. Et à cette occasion-là, à l'occasion de ces fouilles de sites, et en particulier de villages désertés, les médiévistes rencontrent quoi? Vous voyez, je vous mets ici tout page. Je vous mets ici un village qui s'appelle Esserti-de-Basse, c'est dans la Loire, donc en France, et les médiévistes qui se sont mis à fouiller ce type de site, ils ont rencontré des ruines de maisons qui, en fait, ont été abandonnés. Enfin, le gros des villages, on appelle ça des villages désertés à la fin du Moyen-Âge, pour diverses causes, ce n'était pas la question. Mais évidemment, la désertion des campagnes se fait pas du jour au lendemain. Et vous avez des maisons qui continuent à être occupées au 5e, au 17e, au 20e, même si le village périt. En l'occurrence, les médiévistes se mettent à rencontrer donc des maisons. Elles sont d'origine médiévale, mais il y a un mur qui a été rajouté au 16e, une fenêtre au 17e, etc., etc. Il est bien évident que c'est pas ceci, l'archéologiste s'arrêtait en l'an 800, ou même au Moyen-Âge. Pour autant, on ne va pas dire, non, mais ce mur, il est du 17e, donc je ne l'étudie pas parce qu'il n'est pas archéologique. Donc, les médiévistes se mettent à rencontrer finalement le moderne et tous les bouts contemporains, ces divisions étant évidemment totalement académiques et arbitraires. Parce que, dans le fond, le gars qui vit là au XVIe siècle et qui un jour se retrouve en 1599, le tranquille pour la Saint-Sylvestre de 1599, il arrive au XVIIe, et là, ça y est, j'étais moderne. Ça ne change pas grand-chose pour lui. Par conséquent, et en toute logique, pour l'archéologue, le mur, qu'il soit de 1599 et demi ou de 17 ans, de toute façon, tout est bon à prendre, évidemment. En particulier, sur ce genre de site, la céramique aussi se met à être étudiée par les médiévistes. Parce que c'est pareil, tout est mêlé. Ce genre de site, les stratifications sont assez minces, et ça peut être épais comme ça, au maximum comme ça dans les trous. Donc, tout est raclé. Et il est bien évident que même si on a vécu là du 12e au 18e siècle, pas grand-chose. Donc, tout est bon. Ça, c'est évident. Et tout peut être mêlé. Donc, ce sont des problèmes classiques, je dirais, de stratigraphie. Mais, donc, les modernistes, ou plutôt les médiévistes, se mettent à devenir, d'une certaine façon, modernistes par ce biais-là. Donc, ça a été, petit à petit, du point de vue de la fouille, oui, plus traditionnelle, ça a été une des étapes. Alors, après, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui. Alors après, il y a eu le grand boom en France de l'archéologie de sauvetage, qu'aujourd'hui on appelle l'archéologie préventive. Alors, la grande opération, elle était grande. Pourquoi une grande opération? Parce qu'on est à Paris, et vous savez que Paris est le centre du monde. On est à Paris, on est sous Mitterrand, donc nouvelle ère, après de dire, à peu près une vingtaine d'années de gouvernement très traditionnel, gaulliste, etc. Hop, l'arrivée de la gauche au pouvoir, tout est en renouveau en quelque sorte, et il y a un côté véritablement un peu bulldozer, y compris le ministère de la Culture du gouvernement français. C'est le grand moment où je dirais que les structures archéologiques
administratives, archéologiques, telles qu'on les connaît encore aujourd'hui, les ministères de la Culture, se mettent en place. Grand essor, beaucoup de recrutement, etc. Et avec ça, l'avènement, enfin plutôt le développement de l'archéologie de sauvetage, qui n'est pas encore réglé par la loi, mais qui se fait au gré à gré avec les aménageurs. Au milieu de tout ça, notre président, François Mitterrand, avec Jacques Lang, etc., on décide, on va faire le Grand Louvre. Le Grand Louvre, ça implique que toute la cour Napoléon, la cour du Carrousel deviennent des sous-sols, avec des boutiques, une grande entrée, la pyramide que j'imagine vous avez déjà aperçue. Mais oui, d'accord, mais enfin, il y a des choses là-dessus. Toute la cour Napoléon, il n'était pas question de ne pas fouiller, c'est Mitterrandien à Paris, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a dessous? Puis il se trouve qu'il n'y a quasiment que du vestige moderne et un peu de contemporain. Et donc, d'une certaine, je ne dis pas que les archéologues ont été forcés de fouiller, donc bien sûr que non. Jean Trombetta, que il est connu, et à son âme, était évidemment ravi de prendre ce chantier. Mais tout de même, c'est la première fois qu'on se met à fouiller sur de grandes surfaces, et où, je répète, à Paris, au Louvre, pas n'importe où, quand même, mais on se met à fouiller du 7e, du 7e, du 8e siècle. Voilà, c'est la première, c'est vraiment une opération phare pour l'histoire, d'abord globalement pour l'histoire de la profession, archéologique française, vraiment un événement. Plus de 500 personnes ont défilé sur le chantier du Louvre, c'est d'énormes viviers, mais aussi les trouvailles. C'est pas anodin de trouver à l'époque le 16e, le 17e, bon, voilà, on était vraiment dans la modernité. Putain. Un peu plus tard, je m'excuse pour le flou de cette diapositive, un peu plus tard, pareil, ça s'étale. Vous voyez au fond là-bas que la pyramide est déjà quasiment achevée. Et voilà. Alors là, c'est le secteur du Carrousel et c'est pareil. Vous avez à ce moment-là la redécouverte du Palais des Tuileries. Je pense que vous le savez, Palais des Tuileries qui se révèle. En particulier, ont été retrouvées même les caves des gardes suisses. Alors les gardes suisses étaient employés par le roi de France comme une sorte de garde rapprochée. Et les gardes suisses ont été massacrés en 1792 par des révolutionnaires lors de la prise du château des Tuileries. Et la cave avec les bouteilles des gardes suisses a été retrouvée et les bouteilles étaient fondues tellement l'incendie a été violent, mais aussi des morceaux de statues avec des coups de sabre dessus. Enfin bon, un carnage épouvantable, comme les Parisiens en ont le secret. L'autre événement, un peu plus tardif, va être la fouille de la sépulture d'Alain Fournier. Alors, Alain Fournier, je vous rappelle, c'est l'auteur roman, le Grand Monde. Grand roman, je veux dire, toujours, qu'on utilise toujours, j'espère, dans les écoles pour faire des dictées. Et il se trouve qu'Alain Fournier, on va dire, moi, quand j'étais petit, on appelait les dictées d'Alain Fournier, mais ça, je ne savais pas qu'il avait disparu. En fait, il disparaît au début de la Grande Guerre et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors, il y a des archives pour dire à peu près ce qui s'est passé. On sait qu'il a été fait prisonnier, qu'il a probablement été tué, enfin bref, qu'il est mort. Mais on ne sait pas où il est. Et compte tenu du personnage, du monument littéraire, vous avez des gens qui pourchassent Alain Fournier pour absolument le retrouver. On sait à peu près où les combats se sont déroulés, etc. Et puis, en 91, parfois, des fanatiques découvrent effectivement, à peu près à l'endroit attendu, s'aperçoivent qu'il y a une fosse commune. C'est pas très profond, c'est à peu près profond comme ça, pas plus. D'ailleurs, on le voit, vous voyez que c'est pas très profond, on le voit ici, là, sur les bords, vous voyez à quel niveau sont les corps, c'est vraiment pas très profond. Et surtout, ce qui dépasse du sol, c'est, vous voyez, toute cette tache noire, là, d'un côté et de l'autre. En fait, les corps sont disposés tête bêche, et vous avez les chaussures qui sont conservées. Donc, les taches noires, c'est du cuir noir. Et donc, les prospecteurs, qui en fait étaient des amateurs, ont vu, en enlevant les feuilles mortes, le bout des chaussures qui dépassait. Bien aligné de deux côtés,
Donc, on avait là une fosse commune. Et il était probable donc que Alain Fournier était là. À l'époque, aucun archéologue n'avait jamais fouillé ce genre de choses. Alors, c'est même pas en médecine légale. Hein. Même pas en médecine légale. Mais l'événement est tel, ou plutôt comment dirais-je, l'enquête est telle, que on s'est dit, ben oui, si Alain Fournier est là, mais comment on va le reconnaître? Qui est capable de le reconnaître? Mais il n'y a que des archéologues pour faire ça, évidemment. Et donc, on fait venir Frédéric Adam, qui à l'époque travaille à l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, AFAN, qui est une ancêtre de l'INRAP. Et voilà. Alors, donc, voilà le résultat des fouilles. Pour l'anecdote, le lieutenant est là. Mais à vrai dire, l'étude a porté sur la totalité, évidemment, de l'escouade que commandait Alain Fournier. Et il y a eu un tas de résultats, de publications. Frédéric a fait une publication excellente, etc. etc. Alors, c'est le deuxième état, enfin, à mes yeux, moi, quand je fais l'histoire de cette archéologie du récent, c'est le deuxième événement qui vraiment, pour moi, fait date. Parce qu'il faut voir la polémique qu'il y a eu autour de ça. D'abord, les difficultés qu'il y a eu à faire la fouille, parce qu'il y avait véritablement un culte à l'écrivain, culte étant défini par fréquentation de la personne. Donc, il s'agit bien de fréquenter un Fournier. Donc, à partir du moment où on doute qu'il est là, et à partir du moment où après on va savoir qu'il est là, ça va décider des gerbes de fleurs et tout, d'accord. Hein, voilà, c'est encore une autre affaire. Mais là où ça fait du bruit aussi, c'est dans le milieu archéologique, avec des vieilles dames qui disent, enfin, c'est quoi ce bazar? Et on revient à mon collègue, mon fouilleur bénévole qui me disait, t'as trouvé la bouteille de Vastus. Mais c'est quoi ce bazar? Non pas que ce soit... La question n'est pas d'un viol de sépulture, pas du tout. Hein. La question, c'est de ces récents. Enfin, il n'y pensait pas. Enfin, voilà. Vous voyez? Et en particulier chez les préhistoriens. Alors, derrière ça, alors, à la fois, hein, j'ai envie de dire, il y a deux composantes. La première composante, elle est celle que j'essaie de vous faire passer là, que c'est pas de l'archéologie, avec des tirés. Hein. C'est pas de l'archéologie. Et puis la deuxième composante, c'est aussi, mais avec un peu d'anticipation, elle dit, mais s'il y a de nouveaux champs de l'archéologie, le gâteau, il va falloir se partager avec les parts encore plus petites. Alors déjà que les parts sont plus petites, mais si vous rajoutez une part, quelqu'un qui va, manger, qui va prendre une part du gâteau, ça fait un peu loin pour ceux qui étaient déjà là. En fait, c'est évidemment ça aussi. Mais tout de même, je reviens ta première analyse, le premier élément d'analyse, c'est vrai que c'est pas l'archéologie. Beaucoup de gens, ça en est pas. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure en forme de débat. Alors, cette affaire-là, en fait, c'était tellement pas de l'archéologie que je vous ai mis en haut une autre photo. Ça, c'est la photo de cette prospection aérienne où vous pouvez voir ici, là, vous voyez, vous avez probablement de la villa romaine, ici aussi. Et puis, vous avez tous ces zigzags là, et tout ça là sont des réseaux de tranchées. La guerre de 14. C'est la seule façon qu'on avait de connaître toutes ces choses-là, c'était soit par la documentation, par des sources testimoniales, donc de la Chine, soit aperçues fortuitement ici comme des choses parasites. C'était pas de l'archéologie. Voilà. Et là aussi, on peut se poser la question, alors c'est marrant parce que ça, c'est de l'archéologie, là, la villa romaine. Et ça, c'est pas de l'archéologie. Et je ne veux pas encore donner de réponse ou proposer de réponse, mais il y a quoi se poser des questions. Puis, pourquoi l'un ça l'est et puis l'autre ça l'est pas? C'est curieux. Alors, depuis, au-delà de ces... je vais un peu vite, hein, mais au-delà de ces opérations-là, donc le Louvre et puis Alain Fournier, tout est allé finalement assez. C'est-à-dire que là, en quelques diapos, je vais vous faire un petit bilan des tendances de la recherche, telles qu'on a pu les définir, telles qu'on a pu les constater au Conseil national de la recherche archéologique, donc les tendances de la recherche. Et finalement, vous voyez, Alain Fournier, c'est 91, on est en 2019. Bon, à l'échelle d'un historien et d'une carrière, c'est
C'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a même pas 30 ans. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, je dirais qu'en France, les prescriptions d'une agriculture en matière de haut débit archéologique, très régulièrement, portent vraiment régulièrement sur du moderne, au sens académique, c'est-à-dire 16e, 17e, 18e, ça ne pose plus aucun problème, hein, aucun problème du style de l'archéologie, ça n'est pas aucun. Et pour du contemporain, on va voir les exemples. Les contemporains, encore une fois, au sens historien, donc grosso modo 1789 à nos jours, ou 1815 à nos jours, selon qu'on prend de façon très franchouillarde, on prend la dynastie, ou alors de façon plus européenne, on prend 1815, on prend Waterloo, le congrès de Vienne. Je pense que c'est là que l'Europe se refait. Mais peu importe, ce sont des divisions historiennes, et encore une fois, c'est pas parce que dans 1815, quand même, fabrique plus son pain, pas qu'on fabrique pas son pain comme en 1814. Hein. C'est pareil. Archéologiquement parlant, ces dates-là sont totalement arbitraires. Mais il faut bien, c'est vrai, avoir des... Alors, voilà. Donc, régulièrement, les services d'agriculture prescrivent de la fouille aussi sur du contemporain, mais peut-être sur des choses un peu plus spécifiques. On va le voir. Alors, un des thèmes dominants de la recherche, je le fais un petit peu, c'est l'archéologie des fortifications modernes. Alors, l'archéologie des fortifications modernes, c'est un sujet qui naît assez tôt. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme les tranchées de la guerre de 14 tout à l'heure, c'est que les médiévistes, et même à la limite les antiquisants, quand ils étudient la fortification gallo-romaine, en particulier des enceintes de cités romaines, ou des médiévistes, quand ils étudient les mêmes, donc les enceintes des grandes villes médiévales, fatalement, ils se retrouvent en présence de postes de fortification moderne. Pourquoi? Parce qu'une date très importante, c'est l'avènement, l'arrivée de la poudre comme arme dans l'armement. S'il fallait trouver peut-être une date, à l'instant, vous parlez de 1815, 789, je vous moquez un peu de l'arme de fer de ces dates, mais s'il faut trouver peut-être une rupture, cette question de la fabrication, c'est l'arrivée de la poudre. Ça change tout dans l'arme du siège et dans l'arme de la défense. Ça, c'est une date archéologique, probablement. Ce n'est pas une date historienne. Ça, oui, c'est une date archéologique, l'arrivée de la poudre. Et ça change tout dans les installations. D'accord? Donc, les médiévistes et même gallo-romanistes avaient rencontré aussi régulièrement la fortification moderne et la fortification. Cette fortification a fait tôt l'objet d'études de la part d'archéologues, et archéologues, on va dire, des archéologues du monumental. Donc, c'est un thème récurrent. Alors, je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer cette étude qu'a faite ma collègue Séverine Huard, qui est donc à l'INRAP, et c'est une étude absolument extraordinaire. C'est du préventif pur et dur, donc nous n'avons qu'une partie du site, et vous reconnaissez, pour ceux qui ont l'habitude, ici la caractéristique des fortifications modernes, avec des redans, tout le système de chicane, en quelque sorte, en relation avec l'artillerie. Ce qui est intéressant à voir sur ce plan-là, c'est tout ça. Tout ce réseau de tranchées, et puis ici, évidemment, toutes ces structures d'habitat, qui sont évidemment les cantonnements des soldats qui demeurent sur ce fort. Mais la spécificité de ce fort, c'est sa taille, il est relativement petit, et surtout son matériau, ce sont des modes de terre, et donc son usage, c'est un camp d'entraînement. Ce n'est pas une fortification de Paris, c'est un camp qui est construit exprès, ou plutôt c'est un fort qui est construit exprès pour s'entraîner. C'est Louis XIV qui entraîne ses troupes, probablement dans la perspective d'assiéger Maastricht. D'accord? Donc, un site absolument extraordinaire. Si un jour vous avez l'occasion
d'écouter Séverine Nurard, parce qu'elle a donné beaucoup de conférences. Vraiment, allez-y, c'est absolument passionnant. Et elle a même, comment dire, découvert dans les archives que le fameux D'Artagnan, le vrai D'Artagnan, a même séjourné là. Oui. En plus, on est quasiment dans les, comment dire, dans la Légion. L'archéologie des conflits, donc, en fait, la fortification, les conflits, c'est évidemment très, très, très présente dans le préventif pour les périodes modernes. Et on peut la subdiviser en archéologie des cantonnements, archéologie des camps d'internement. Je crois que vous avez donc eu aussi une conférence là-dessus, et aussi l'archéologie des combats. On parle beaucoup des fouilles aussi qu'il y a eu, évidemment, autour de la guerre de 14, de la Grande Guerre, autour des camps de concentration, etc. Je vais vous montrer des choses un peu moins connues, parce qu'après tout, il faut aussi en parler. Voilà, on a un collègue, Frédéric Lemaire, qui a fouillé, mine de rien, tous les cantonnements d'un régiment donc de la Grande Armée, qui campait du côté de Boulogne. La Grande Armée a planté ses tentes du côté de Boulogne parce que Napoléon prévoyait d'envahir l'Angleterre, rien de ça. Et donc pendant 2 ans, 3 ans, beaucoup de troupes, des dizaines de milliers de soldats ont campé dans les plaines autour de Boulogne. Alors c'est très intéressant parce que c'est totalement inédit. Pourtant, on ne peut pas dire que la littérature autour de Napoléon de la Grande Armée, ça soit mince. Je me demande même si les murs de cette salle suffiraient pour accueillir tous les livres et tous les articles qui ont été écrits sur Napoléon et la Grande Armée. Nonobstant, on peut toujours chercher. Personne s'était véritablement préoccupé. Donc j'ai envie de dire, aucun historien. Et j'ai encore envie de dire, c'est normal, c'est pas vraiment leur préoccupation. Aucun historien s'était vraiment préoccupé des conditions d'habitat, de logement des gars de la Grande Armée. Notre collègue, là, donc, a redécouvert les fonds de cabane. Alors, c'est marrant, on va parler de fonds de cabane. C'est des fonds de cabane, comme au Moyen-Âge, ce sont des choses plutôt, donc, un peu excavées. Et donc, les fonds de cabane, chaque petit poignet, etc. Alors, c'est très militaire comme organisation, extrêmement militaire. C'est-à-dire que toutes les cabanes ont la même dimension, elles ont tout un foyer. Si c'est des officiers, c'est un peu plus grand. Si c'est des soldats, c'est un peu plus petit, une fois plus nombreux, etc., etc. C'est vraiment... voilà, les rues ont des noms, tout est bien repéré. On a retrouvé des stèles qui repèrent les noms de rues, etc. Donc voilà, un exemple d'une archéologie par la fouille de ce type d'installation propre au conflit. J'ai passé un peu. Voilà. Alors bon, j'ai envie de dire classique, aujourd'hui, l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Je vous ai mis en bas 2 publications, si vous avez la curiosité. C'est des publications un peu grand public, mais justement, ça n'a rien de péjoratif et bien au contraire, ça permet d'aller c'est extrêmement riche par les polographies et par les textes sur les résultats d'excellente qualité. Voilà, la teneur de cette archéologie quand même assez particulière et un peu, il est vrai, curieuse, aussi curieuse que de retrouver une bouteille de verre de 18e siècle. Et puis en haut, là, je dirais que c'est pour les préhistoriens que je montre ça, parce qu'on se croirait une fouille un peu autour du néolithique, et en fait, c'est ce qui reste de cabanes en torchis et paille, fabriquées par des soldats pour s'abriter dans des cantonnements. Et il reste les tranchées, en fait, qui permettaient d'évacuer l'eau qui ruisselait sur les toits à double porte. Voilà. Et puis, évidemment, des morts, des faut pas oublier, 1 400 000 morts, je crois, du côté français pendant la Grande Guerre, je ne sais pas pour les appeler. Enfin bon, une boucherie, évidemment, comme on en a le secret, comme l'humain en a le secret, et au milieu de tout ça, des archéologues qui, des fois, d'ailleurs, ont quelques états d'âme à retrouver tous ces pauvres gens. En haut, vous avez quelque chose un phénomène assez extraordinaire, comme quoi la société des morts n'est pas vraiment celle des vivants, même si les vivants organisent la société des morts, mais ils n'organisent pas tout à fait comme la leur, et pour cause, à la fois
ça pourrait être des morts disposées de façon réglementaire, parce que toutes les armées prévoient une exposition réglementaire des morts. Et il trouve que là, non. Là, ce sont vous voyez, ce sont des Britanniques qui, en fait, sont tous soit frères, soit cousins. Ils viennent du même village. Et les pauvres, ils sont tous morts lors de la même offensive. Et alors, leurs compagnons, pour les enterrer, ont délibérément négligé, ou plutôt abandonné le mode réglementaire, et les ont disposés littéralement, bras dessus, bras dessous. Je ne sais pas si vous distinguez bien, mais oui, vous distinguez bien. Ils forment tous, ils forment une chaîne humaine. Oui, mais je sais quand même quelque chose d'assez évidemment émouvant, mais surtout, anthropologiquement parlant, quand même très intéressant, de voir cette rupture des mœurs. C'est-à-dire la société militaire, c'est une chose, mais vous avez la société civile ici qui reprend le dessus. C'est quand même quelque chose... voilà. Ça, c'est un truc que... c'est pas l'historien par les textes qui va le prouver. Hein. Ça, par les textes, il dira les gens sont enterrés comme ça. Et il ira chercher ses références, évidemment, dans des règlements. D'accord? Le cas échéant, il est vrai dans des témoignages. Mais comment dire, des témoignages là-dessus, il n'y en a pas. Ou alors, il faut vraiment les chercher. En bas, vous avez quelque chose aussi, là aussi, dans les ruptures avec, je dirais, l'histoire académique. Vous avez Frédéric Adam, que vous parlez, c'est lui qui a appuyé à la Fournier, qui là, j'ai envie de dire, revient dans la bataille et fouille à Spincourt un cimetière provisoire de la Grande Guerre. Un cimetière provisoire, c'est pendant les combats, beaucoup de morts, on fait un cimetière qu'on dit provisoire. C'est-à-dire que il faut bien mettre les corps quelque part. Et donc, on organise un cimetière avec des gens identifiés. Et puis, soit pendant les conflits, soit pendant une phase où le front s'avance et comment dirais-je, les conditions deviennent plus confortables pour traiter le problème, ou bien c'est après la guerre, on dit, ce cimetière, maintenant, on va l'organiser. Autrement dire, on fait les grands cimetières que vous connaissez, j'imagine, avec toutes les croix blanches, et on sait qu'à tel endroit, il y a un tel, un tel, un tel et un tel, ça peut être des centaines de personnes, hein, etc. Et puis à tel autre là-bas, et puis on organise le rapatriement. On savait qu'à cet endroit-là, il y avait eu un cimetière provisoire. Et par curiosité, la prescription a porté sur ce cimetière pour voir les conditions, effectivement, de déplacement. Le problème, c'est que Frédéric, lui, a retrouvé des corps. Et puis, il a trouvé un corps. Il a retrouvé des demi-corps, des trois quarts de corps, des corps complets. Et beaucoup. Voilà. Donc, ça fait poser d'autres questions. Vous voyez, là. Alors, on sort, j'ai envie de dire qu'à la fois, archéologiquement parlant, la question posée, c'est l'organisation d'un cimetière provisoire, l'organisation de son évacuation, mais ça fait poser aussi d'autres questions. C'est quoi, quelle est la valeur précisément du témoignage? Les sources testimoniales, et elles disent, il y a eu tant de corps de déplacés. Et évidemment, c'est faux. Quelle est la valeur de ça? C'est intéressant. C'est la remise en question des témoignages, véritablement. Fouille aussi de camps américains de prisonniers allemands. Ici, on est dans le Midi. Alors, on est dans la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous rappelez probablement qu'il y a eu un débarquement en août 1944 en Provence. Donc, les Alliés débarquent du côté de... oublié le nom. Du côté de... Oui, en Provence. Donc, des combats, surtout des combats à Marseille, etc. Et des prisonniers. Les Américains, très très bien organisés, beaucoup d'argent, organisent on dirait effectivement leur camp. Tout est extrêmement bien réglementé. Voilà, là aussi, la question peut se poser, c'est quoi faire de l'archéologie? Comment prescrire ça? Parce que dans l'archéologie, quand on se pose la question, on voit toujours la fouille. Oui, mais il y a aussi la demande de fouille.
quand vous êtes prescripteur, non pas fouilleur, mais prescripteur. Pour le dire autrement, celui qui va organiser, qui va faire la demande, qui va poser la question. Il va se dire, quelle question poser à ce site? Comment formuler la chose quand on sait que, je crois me rappeler que vous voyez un site comme ça, où il n'y a qu'une petite partie du camp qui est fouillée, c'est 20 000 objets. Hein. C'est 20 000 objets. Quand on connaît la densité, effectivement, de la production d'artefacts, en quelque sorte, surtout que, je répète, on est dans un camp géré par des Américains, où on est déjà dans une, comment dirais-je, dans une société de consommation. Donc, on ne récupère rien, tout se fait. Et même des choses neuves. Et d'accord? Donc, vous avez des dépositoires avec des choses neuves. Vous voyez, ça, c'est des lampes. Elles sont là, non pas parce qu'elles étaient en mauvais état. Oh, des lampes, on en a 3 caisses. Donc, voilà, on est déjà dans une société de consommation, de consommateurs. Là. Et ça a fait poser la question, c'est quelle archéologie faire? Poser la question de l'échantillonnage. D'accord? Est-ce que ça vaut le coup de fouiller? Si oui, échantillonner et le terrain et le prélèvement. Parce que si vous commencez à vous dire on va tout prendre, vous avez vous avez toute une équipe peut-être mobilisée pendant toute une vie pour étudier tout ça. Donc ça fait poser aussi, je dirais, l'économie de la profession. L'économie de la profession d'archéologue fouilleur. Voilà, c'est cette question qu'il faut poser. D'ores et déjà, je n'ai peut-être pas prévu dans le PowerPoint, je dirais que, vous voyez, la question se pose, peut-on faire l'archéologie du récent comme on fait celle de l'archéologie de l'ancien? Je n'ai pas encore de réponse, mais évidemment non. Et je vous le dis en toute discrétion, parce qu'on reprendra le débat tout à l'heure. Mais évidemment que non, on ne peut pas faire l'archéologie, je répète, des temps récents comme on fait celle du paléolithique, qui est évidemment forte. Voilà, parce que vous voyez, des lampes comme ça, mais pas des planches de lampes comme ça, je crois qu'il y en a 3. C'est-à-dire que, ça veut dire 1, 2, 3, au moins 4, 3 fois 4, 2, ça fait 12 lampes. Et c'est toutes les mêmes. Voilà, et je droit comme toi. D'ailleurs, j'ai oublié de les mettre, je les avais prélevés du rapport, des bouteilles de Coca-Cola. Ça intéresse? Oui, les bouteilles de Coca-Cola. Voilà, alors quelle idée faut-il prélever les bouteilles de Coca-Cola? C'est les mêmes qu'aujourd'hui, hein. C'est les mêmes. C'est pas du point de vue et du style, et du matériau, et du symbole, et de tout ce que vous voudrez, c'est les mêmes. Voilà, donc, j'avais posé la question. Après cette petite parenthèse que je réouvrirai tout à l'heure, mais je n'ai pas pu m'en empêcher, dans les thèmes dominants, évidemment, l'archéologie aussi du monde rural. Et en fait, d'évidence, on est dans les mêmes thèmes, grosso modo, que pour l'Antiquité et le Moyen-Âge. Évidemment, oui. Donc, l'agronomie, l'agriculture, l'architecture. En bas à gauche, ici, mon collègue Jean-Yves Dufour, qui est un spécialiste plutôt de l'archéologie du rural moderne. Là, effectivement, du bâti, vous voyez, c'est très curieux en bois. Et puis en bas, quelque chose vraiment de totalement inédit. Voilà ce qui reste de l'aménagement d'une réserve de chasse ou d'une telle scène. Oui, les grands de ce monde s'organisaient des chasses. Elle est très, très à la mode, très prisée d'aller chasser et d'avoir des domaines où on peut chasser. Il faut du gibier. Et donc, pour avoir du gibier, on favorise effectivement des endroits, ce qu'on appelle des carènes, et pour qu'il y ait des lapins, des perdreaux, des biches, tout le bazar, tous les gibiers. Et voilà, on est au 18e, et vous voyez que ça a beau être au 18e, ce qui est intéressant, c'est comme tout à l'heure, mes baraques et les baraques des poilus, ici, ça ressemble furieusement, vous voyez, à la proto-histoire ou au Moyen-Âge. Hein. C'est, oui, vous pourriez me dire, oui, évidemment. Et moi aussi, je peux vous dire, oui, parce que ça a beau être récent. Il n'en demeure pas moins que ça disparaît, ça s'arrase, et que ça laisse des traces, comme un fond de cabane. Évidemment, oui. Donc, vous voyez, en fait, je m'amuse à dire ça pour, encore une fois, avec cette affaire d'archéologicité.
Mais ça fait très archéologique, vous avouerez. Hein. Je me barrais ça, ne considérez pas que c'est le 18e. Vous voyez ça? Oui, c'est archéologique. Hein. On a décapé, il y a des traces, c'est plus sombre, c'est plus clair. Mais c'est le 18e. Hein. C'est avant-hier. Hier. Enfin, c'est avant-hier, quoi. Voilà. Là aussi, problème toujours aussi. Alors là, on va arriver sur des choses beaucoup plus récentes. Les 19e, 20e, on est à Marseille, là. Et c'est un des grands dépotoirs urbains. Imaginez Marseille à la fin du 19e siècle, très très grande ville, foisonnante, etc. Et puis au centre de Marseille, beaucoup de restaurants. Et il semblerait que dans ce dépotoir, beaucoup des poubelles des restaurants étaient déposées là. Alors on est dans le suburbain, hein, on n'est pas évidemment au centre-ville de Marseille, heureusement. Et voilà, pareil, on tombe là-dessus, prescription. Alors là, il y a eu un échantillonnage véritablement sévère. Des fois, des mobiliers et effectivement d'artefacts, hein, de tessons. Et c'est là aussi, même question que tout à l'heure, pour avec le camp américain. Comment étudier ça? Faut-il l'étudier? Et si oui, comment l'étudier? Comment l'étudier? Ça veut dire quelles questions on pose à temps? Quelles questions poser à tout ce genre de bazar? D'accord? Vous voyez qu'on peut, d'ores et déjà, on est dans du dépotoir. Il y a donc deux questions. C'est comment est organisé le dépotoir? Donc, on étudie le dépotoir comme objet archéologique. Ça, c'est classique. Mais évidemment, l'autre question, c'est pas la question du dépotoir, c'est ces assiettes, ces bouteilles, qui les utilise? Vous voyez que c'est deux questions en fait différentes. Hein. Il y a deux archéologies là à mener. Mais on se pose les mêmes questions, je vous rassure, pour le Moyen-Âge et puis pour l'Antiquité. Tomber sur un dépotoir, il y a toujours deux sites. Hein. D'accord? C'est la trace d'un site qui est ailleurs. Enfin, ou plutôt, c'est les restes domestiques ou autres de quelque chose qui est ailleurs qu'on n'a pas. Et puis, c'est aussi en soi un dépotoir. Il faut bien creuser un trou, il faut bien peut-être sélectionner. Enfin, il y a peut-être un tri sélectif, etc., etc. J'imagine que vous reconnaissez ces choses-là, puisque Alban Horry est venu vous... Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est les mêmes problèmes. C'est évidemment les mêmes problèmes. Alors, peut-être que Alban ne vous l'a pas dit, mais Alban est devenu un personnage extraordinaire en France, du moins dans le petit jeu de l'archéologie. Il est encore plus petit milieu de l'archéologie moderne. Tout de même, Alban a été un des premiers à s'occuper de ce genre d'horreur, que j'adore, hein, je vous le dis entre deux. Et dites-vous bien qu'avant les années 90-2000, en France, on ignorait tout de la céramique commune des grands siècles, le XVIIe, le XVIIIe, et voire même le XIXe. On ignorait tout. D'accord? Alors, le XIXe, on ignorait moins. Pourquoi? Parce que nos grands-parents en avaient encore. Mais du point de vue archéologique, on en ignorait tout. Aucun archéologue s'en occupait. Alors, bien sûr, l'arbre au camp, tout ceci et cela permet d'approcher. Mais c'est un coup de chemin, en quelque sorte. Donc, des gens comme Alban Horry, mais il y en a d'autres, hein, Fabienne Ravoir, Véronique Abel, sont des chercheurs de l'INRAP qui, dans les années 90, dès 80, Fabienne Ravoir a étudié la céramique moderne du Grand Louvre. Dès les années 80-90, trouve ce nouveau champ d'études, c'est la céramique. Alors, vous voyez, ce que je vous montre, il n'y a pas plus archéo du dépotoir, de la céramique toute cassée et moche. Il n'y a pas plus archéologue, véritablement. Donc, je repose la question, enfin, c'est pas, ce serait pas archéologique. C'est du dépotoir, c'est du jeté, c'est pas du noble, donc c'est pas de l'histoire de l'art, c'est de l'ignoble. Pas toutes les caractéristiques archéologiques. Hein. Il n'y a aucun problème. On reviendra encore là-dessus, mais à force de dire qu'on reviendra, je vous rassure, on va y arriver. Les cimetières, les cimetières, je l'ai évoqué avec les poilus, mais on se met à fouiller du plus en plus récent. Bon, Louise de Quingo, je crois que vous en avez entendu parler, je vous épargne certaines photos qui étaient franchement paranotantes. C'est une... voilà, c'est un état de conservation assez exceptionnel dans ce tombeau qui était parfaitement terné. Il nous invite à regarder un peu sur Internet. Je n'ai pas vraiment le temps de vous en parler. Donc, on fouille du récent et même du mort assez récent jusqu'à ici. Hein?
un cimetière à Marseille, sous la direction d'Anne Richier, et regardez la date, 1784 à 1905. D'accord? 1905 à Marseille. 1905, c'est... Moi, je ne sais pas quelle impression ça vous fait, vous qui êtes né il y a quelques années, c'est la fin du XXe, enfin, c'est hier quand même, hein. C'est vos arrière-grands-parents, hein, que j'imagine à peu près. Donc, donc, voilà. Dire, les gens qu'on voit là, ça, sont des contemporains de vos arrière-grands-parents. OK? Voilà. Ou arrière-arrière, ou entre les deux. Je parle de... Au bout d'un moment, on perd la notion du temps quand on est... Enfin bon, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est des gens qui naissent à l'époque de mes grands-parents. D'accord? En 1905, ma grand-mère est née en 1900. D'accord? Voilà. Donc, ces gens qui meurent vers 1905, voilà, ils sont contemporains de ma grand-mère. Attendez, voilà. C'est ce que je veux dire. Donc, ça fait poser des questions. C'est quand on se met effectivement, à côtoyer des morts récents. C'est pas complètement anodin. Et puis, dans le divers et le bizarre, parce que vous savez, les archéologues, comme on a toujours tendance à tout classer, et donc on fait des catégories, etc. Puis on a toujours des laissés-pour-compte, ce que j'appelle le divers et le bizarre. Donc, j'ai fait 2 ou 3 catégories, et puis je vous ai mis mais encore, parce que c'est élégant, mais en fait, c'est tout ça, il faut le mettre ailleurs, et puis, là, fouille de la gare du Pec, vous voyez, l'une des plus anciennes gares ferroviaires de France, et 1841, c'est une gare qui était sur la première ligne de chemin de fer en France, Paris-Saint-Germain-en-Laye. Alors, on a pris cette gare, c'est un événement vraiment extraordinaire, et en particulier, alors, on est quand même, vous voyez, dans la première moitié du 19e, des vestiges de cette époque-là, à part certains bâtiments, des vestiges vraiment ferroviaires, je pense qu'il y en a plus. D'accord? Et voilà, donc ça, c'est le sous-sol de la gare, et ça, surtout, c'est la plateforme de retournement des locomotives. Alors, dessus, vous aviez toute une plateforme en bois qui permettait de retourner les locomotives parce que, à ce moment-là, la ligne n'est pas encore terminée et les trains s'arrêtent à la gare du Pec, on leur prépare demi-tour et ils repartent à Paris. Donc, dans le divers et le bizarre. Et alors, encore plus divers et plus bizarre, cette chose-là, fouillée par mon collègue François Gentilly. Alors, c'est mon collègue François Gentilly, une prescription, on lui demande de fouiller avec une glacière de château moderne. Une glacière, de cette remplie, maçonnée, avant les frigos pour conserver les choses auprès. Donc, il commence à dégager les choses et puis il tombe sur des statues. Et il dit, c'est un crâne bleu, des statues. Et en plus, il ne voyait rien, et il voit apparaître des guisages, etc. Et stupeur, il ne voit pas tout de suite que c'est en ciment, il croit que c'est en pierre. Il stupeur, il voit des caractères cyrilliques. D'abord, il a cru que c'était du grec. Ah oui, parce que quelque part en région parisienne, déjà, trouver des statues dans une glacière un peu spéciale, et puis plein, et qu'il des caractères, je dis, aussi des expressions en grec, c'est style, je trouve. Eh bien non, il avait tout simplement retrouvé ici, vous voyez, il a retrouvé ces bas-reliefs là, qui sont des bas-reliefs en ciment du monument du pavillon soviétique de l'exposition internationale de Paris en 1937. Alors, quand je vous disais que c'était du divers et du bizarre, enfin, vous voyez, mais tout ce qu'on peut effectivement retrouver. Alors là, je dirais que ce n'était pas prévu dans la prescription. Néanmoins, ça a été pris en compte. Ça a été pris en compte et François a fait d'excellentes études à partir de cette témoigne. Véritablement, ça a été quelque chose, toute une aventure pour lui que de retracer l'histoire de ce bas-relief. Alors, on va faire un petit bilan. Si vous me permettez, après on passera une autre façon de voir la plus. Alors, je vous ai montré quelque chose, quelques sites, avec de façon sous-jacente, en voulant vous donner l'impression de richesse et d'abondance. D'accord? Donc, je pourrais dire, l'archéologie moderne et contemporaine se porte plutôt bien. Ce qui n'est pas totalement faux, surtout par rapport,
la façon dont on l'a considéré il y a 25-30 ans, c'est vrai que tout a changé. Pourquoi? Ben, comme je vous le disais au début, comme il y a une histoire de l'art moderne et contemporain, pourquoi pas une archéologie? Et donc finalement, de façon un peu naturelle, avec quelques tournants, quelques chocs, comme le Grand Louvre, Alain Fournier, tout naturellement, on s'y est mis. On s'y est mis tellement que, comme je crois vous l'avoir aussi dit, que, vous voyez, ça c'est le document, vous pouvez le consulter sur Internet, la programmation nationale de recherche archéologique en France, mais il y a carrément un axe de recherche, l'axe 14, qui est consacré à ce sujet. Et puis, on peut constater aussi un certain nombre de mutations institutionnelles et professionnelles en spécialité. C'est-à-dire que vous pouvez voir que vous avez des laboratoires de recherche qui, en général, s'occupaient plutôt d'Antiquité et de Moyen-Âge, et qui, dans leur intitulé, donc officiellement, ont étendu leur domaine de compétences. Un autre indice très révélateur, c'est dans le domaine documentaire, de la documentation, des bibliothèques et des documentations et des thésaurus de mots-clés. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, on avait bien du mal à classer, à qualifier, à étiqueter, à trouver dans un thésaurus. Alors un thésaurus, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un nombre de mots fermés. C'est-à-dire vous ne pouvez pas rajouter des mots comme vous voulez. Ah, d'accord, c'est le thésaurus ceci, le thésaurus cela. Voilà. Alors, on avait du 17e et du 18e, ouais, mais rien n'est prévu dans le thésaurus. Donc, on est obligé, le thésaurus en général, c'est classé avec des arborescences, on était obligé de monter d'un cran dans l'arborescence et de dire, dans une archéologie très générale, en quelque sorte. Du coup, ça n'était classé que dans des archéologies très générales, qu'avec des qualificatifs très généraux. Là, en l'occurrence, mais maintenant, voyez, même dans le domaine documentaire, on se met à disposer dans les thésaurus. C'est quand même significatif et révélateur de cette évolution. Vous avez aussi des associations qui se forment d'archéologues du moderne et d'archéologues contemporains. Donc, le milieu associatif est également dynamique de ce point de vue. Donc, tout ça pour dire que, a priori, ça se passe bien. Ce qu'on voit aussi, c'est de considérer, on le voit aussi, mais pas assez à mes yeux, l'archéologie contemporaine, alors vraiment du très récent comme expérimentation. J'entends par là que l'archéologie de l'ancien ayant systématiquement affaire à du dégradé, du lacunaire, de l'enfoui, partiel, est amené toujours à mener une enquête et à poser un certain nombre d'hypothèses qui reposent plus ou moins sur une tentative, j'ai envie de dire, une tentative, on dit, ça aurait pu être. Et si ça a été comme ça, alors ceci et alors cela, et ça explique qu'on retrouve ceci ou cela. On est toujours dans l'hypothèse codifiée. Il est bien évident que si je me mets à considérer cette salle dont j'ai tous les éléments, je vais pouvoir effectivement en parler, la décrire et avoir la solution de problèmes que je n'ai pas. Je n'ai pas, vous voyez que toutes ces travées de fauteuils ne se réduisent pas au trou, quatre trous des vis qui les fixent au sol, mais j'ai les fauteuils. Donc j'ai la clé. Je veux passer plus loin dans mon archéologie et je pourrais dire que, expérimentalement parlant, comme je vous l'ai exposé, si j'enlève les fauteuils, je vais avoir des trous. Et je vais me dire, tiens, mais comment est-ce que j'interpréterai ces 4 trous, 4 trous, 4 trous, 4 trous? Comment je ferai pour l'interpréter? Est-ce que j'irai jusqu'au fait qu'il s'agit de fauteuils? Il y a pas. 4 trous, 4 trous. Alors, bien sûr, ça fait des lignes de 4 trous qui seraient sur des gradins. Et la configuration de ces fauteuils n'est pas du tout une évidence. D'accord? Mais je peux en avoir l'hypothèse.
c'est un des avantages, évidemment, c'est ça, l'expérimentation, en quelque sorte possible par l'archéologie contemporaine. Et il y a eu un certain nombre comme ça d'expériences de tenter. Il y en a une très célèbre qui est celle du camp de Lily, c'est une indienne du sud du Canada qui vivait dans une réserve. Et la réserve a été détruite. Et un beau jour, les archéologues, les anthropologues, on dit plutôt aux États-Unis, ont eu l'idée de fouiller le camp tout en demandant, enfin, tout en se réservant le droit de demander à cette indienne, Lily, comment c'était. Ils ont commencé par fouiller et après, ils ont confronté leur hypothèse au témoignage de Lily. Ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire qu'ils se fourraient le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est-à-dire littéralement, ils se trompaient. Voilà. Et on a imaginé ça, et en particulier sur, je dirais, les interprétations sociales, les visions sociales, et puis on se rend très très vite. Ben, c'est que, évidemment, j'ai envie de dire, on pose des questions auxquelles on n'aura jamais de réponse. Je vous prends un autre exemple, c'est beaucoup moins connu. En tapotant un peu sur Internet, vous trouverez les détails, je pense. Mais il y a à Tours, donc sur la Loire, en France, une île qui s'appelle l'île Simon. Pareil, des collègues se sont plu à observer la fréquentation. C'est un parc. Ils donc se promener, et ils se sont plu à observer qui venait, la fréquentation, etc. Ils avaient donc la solution. Ils ont fait du ramassage de surface de mobilier perdu. Et là-dessus, ils ont essayé de travailler objectivement sur qu'est-ce qu'on pourrait déduire du fait qu'on trouve des petits jouets, etc. Petits jouets égale enfant. Oui, alors jouets de qualité égale enfant riche. Jouets de piètre qualité égale enfant pauvre. Mais c'est pareil. C'est-à-dire que le résultat est très rapidement. Toutes les hypothèses qu'ils auraient formulées se sont avérées fausses. C'est-à-dire que non, ça ne se passe pas comme ça. La réalité est autre. Voilà. Donc, c'est ça, l'archéologie contemporaine comme expérimentation non pas pour le savoir au fauteuil, puisque j'ai mes fauteuils, je sais que ce sont les fauteuils, c'est bon. Non, mais méthodologiquement parlant, de voir où se trouve la faille, où très rapidement, ça déraille. Et non, vous n'êtes pas sur le bon chemin, ça déraille. Et évidemment, le champ du présent est idéal pour ça, pour faire de l'expérimentation. Je l'ai un peu évoqué, dans ce qui flirte avec l'archéologie récent, il y a évidemment de façon très forte la composante patrimoniale. J'ai déjà parlé de vos arrière-grands-parents et de mes grands-parents et de vos arrière-pères, parce que j'arrive pas bien à calculer le décalage, peu importe. La composante patrimoniale est évidemment très forte dans la mesure où c'est quand même plus ou moins les nôtres qui sont là dans le très récent j'attends, et même dans le pas si récent que ça, puisque en outre, on a très souvent les noms, en particulier évidemment avec les cimetières, et même dans les textes, on a les noms des gens. Il est bien évident que quand vous êtes dans du gallo-romain et du néolithique, on n'a jamais les noms, ou quasiment jamais. Et quand on a des noms, de toute façon, c'est pas vraiment les nôtres. Parce que Gaius, machin, je me sens aucun lien de parenté avec lui, mais aucun. Alors, culturellement peut-être, mais biologiquement, absolument aucun. Là, évidemment, ça nous touche autrement. Par conséquent, la composante patrimoniale, elle est très forte pour cette archéologie du récent, parce qu'on se met à fréquenter et on hérite, parce qu'on prélève et qu'on garde, et on hérite de la part de gens qui sont plus ou moins nos ascendants. Il y a toujours dans l'archéologie, dans cette façon d'aller voir les choses qui, d'une certaine façon, ne nous regardent pas. Il y a donc un peu d'indiscrétion rétrospective dans l'archéologie aussi, en particulier par la fouille, et même globalement, dans toutes les sciences historiques, il y a toujours un peu d'indiscrétion rétrospective. Et ça pose des problèmes d'éthique dès lors qu'on a affaire à du récent. C'est pas pour rien que les archives
du récent sont en général fermés aux chercheurs. Pas pour rien, mais parce qu'il y a des problèmes d'éthique, parce que vous avez affaire à des vivants ou à des gens qui sont qui sont héritiers directs des choses. Je vous mets à droite un cas intéressant français, c'est la fouille d'un charnier constitué en 1793 après une bataille qui a opposé des Vendéens et des Républicains. Je vous rappelle qu'en France, pendant la Révolution, il y a eu un conflit, une guerre civile très sanglante entre donc des Républicains et des catholiques qu'on appelait Vendéens, qu'on appelait aussi Chouans, des gens de l'Ouest, grosso modo, de la Bretagne, la Vendée. Il y a eu une bataille terrible au Mans en 1793 et on a retrouvé des corps, dont on ne sait pas bien d'ailleurs si ce sont des Chouans ou des Républicains, ou les deux mélangés. Mais ça, c'est encore un autre problème. Là, je vais vous parler d'un problème vraiment patrimonial. C'est que je vous informe que les corps, on ne sait toujours pas quoi faire des corps. Tellement ça a créé de polémiques, en quelque sorte, et surtout, en particulier dans l'Ouest. L'Ouest sont des régions restées encore assez catholiques et qui peuvent... il y a eu des demandes de création de mémoriaux. Alors, il y a X projets, mémoriaux un peu à la mémoire de tout le monde, alors républicains et vendéens mêlés, d'autres disant non, tous les Vendéens chez nous, enfin bon, etc. C'est dire que on passe vous voyez, on peut passer d'une archéologie totalement, d'une certaine façon, apolitique, pour finir néolithique, comment dirais-je, enfin les corps néolithiques, la population néolithique, il est difficile de la revendiquer pour un groupe comme aujourd'hui. Il est difficile d'en revendiquer, de dire c'est linéaire, en quelque sorte. Donc on passe de quelque chose quand même relativement apolitique et anonyme à quelque chose d'assez sens. Donc c'est une des composantes. On n'est pas dans la science, on n'est pas dans le savoir. On est véritablement beaucoup plus dans l'adhésion, dans la conviction, que dans le savoir. Et là aussi, il faut, de cette archéologie du récent, ce problème entre le savoir et l'adhésion, en quelque sorte, à une thèse, et la connaissance et les convictions, voilà. C'est un équilibre qui devient beaucoup plus sensible, et évidemment, plus on s'approche du présent. Alors, petit débat. L'archéologie définie par l'enfoui et le ruiné est-elle tenable pour les temps récents? Je veux dire, blanc parce que, soyez attentifs à ce que j'ai écrit, l'archéologie définie par l'enfoui. C'est moi qui l'introduis là, parce qu'en réalité, je ne vous ai pas dit que jusqu'ici, la seule chose que je vous ai montré, c'était de l'enfoui et du ruiné. Sachant que c'est effectivement la définition sous-jacente et jamais explicite, donc, que vous avez de l'archéologie. C'est enfoui, on l'étudie, donc c'est archéologique. C'est ruiné, c'est suffisamment ruiné, je l'étudie, donc c'est archéologique. D'accord? J'attire votre attention là-dessus parce que j'ai l'intention, dans 5 minutes, de quitter justement cette définition sous-jacente de l'archéologie. Et c'est pour ça que je pose cette question d'ailleurs, doit-on faire l'archéologie du récent à la façon de celle de l'ancienne? J'ai déjà posé la question avec les dépotoirs. Mais je l'ai posée en termes d'économie du métier, c'est-à-dire, je vais avoir beaucoup trop de mobilier, je ne vais jamais m'en sortir, j'aurai jamais les moyens de l'étudier. Mais ça reste encore de la critique, j'ai envie de dire. Oui, il y a un côté économie du chantier. Voilà. Mais quand je pose la question, doit-on faire l'archéologie du récent à la façon de celle de l'ancien, c'est deuxième alinéa, la fouille qui tient des conditions particulières de conservation et d'observation est-elle un critère d'archéologicité? L'archéologicité étant ce qui fait l'archéologique. Pour le dire autrement, et tout à l'heure, ce but que je vous montrais, je dis ça c'est archéologique, alors ça, ça n'allait pas, vu ce que je vous montrais tout à l'heure. Mais qu'importe,
on peut se poser la question, et vous voyez que je n'ai pas hésité à parler des sièges qui sont là dans cette salle comme étant possiblement archéologiques. D'accord. Mais j'ai envie de dire à ceux qui seraient suspicieux ou hostiles à ce que je suis tant plus ou moins, de dire, bon, ben écoutez, si vous voulez que ça devienne archéologique, je vais mettre des seaux de terre dessus, je vais les allumer, je vais les faire rouiller et je vais un peu les casser. Et là, ça deviendra archéologique. Vous savez, c'est un peu comme ces détectives qui mettent une casquette façon Sherlock Holmes, qui prennent une loupe, et ça y est, maintenant je suis détective là. Vous voyez, il y a un côté arbitraire dans ce côté dégradé. Il faut que ça soit enfoui et dégradé pour que ça devienne archéologique. Et c'est ça, la question, je crois aussi qu'il faut se poser. Et il faut se la poser d'autant plus avec du récent. Parce que pourquoi voudriez-vous que la somme des chantiers de fouilles, je répète, pourquoi voudriez-vous que la somme des chantiers de fouilles archéologiques du très récent, ce soit la totalité du savoir? Évidemment non. Du savoir archéologique, évidemment non. Et pourtant, regardez pour le paléolithique et pour la préhistoire. Si vous faites la somme de la totalité des chantiers de fouilles archéologiques de la préhistoire, vous aurez la totalité du savoir préhistorique, de ce qu'on sait de la préhistoire. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas transposer cette intégralité du savoir d'une période uniquement par des fouilles, on ne peut pas la transposer au présent. C'est absurde, c'est totalement absurde que je me contente. Si je m'intéresse à quelque chose, ce serait totalement absurde que je me contente que des fouilles. J'aurai jamais les fauteuils. Et si je veux m'intéresser aux fauteuils, qui est un tout petit détail, j'en conviens dans une civilisation. Mais si je veux quand même m'intéresser à ce qu'est, archéologiquement parlant, une salle de réunion, j'ai besoin d'utiliser les fauteuils. J'ai besoin de les prendre en compte. J'ai besoin de prendre en compte l'écran, j'ai besoin de prendre en compte le tout, le fait que je sois équipé d'un micro. J'ai besoin de le prendre en compte pour en faire l'archéologie, en quelque sorte. Appelons ça comme on veut, mais j'avais besoin de le prendre en compte. Parce que si, tout à l'heure, Mme Vauquer me donne le micro, vous avez dit, il s'attache. Et, oui, il s'attache, ça me permet de quoi? Moi, de me promener, ça me permet de faire une certaine conférence. Si j'avais eu un micro là-bas derrière, je n'aurais pas fait tout à fait la même conférence. Vous voyez, ça m'aurait rendu beaucoup plus prisonnier d'un équipement technique. L'équipement technique, c'est peut-être ça l'archéologique, que l'équipement technique. Donc, j'ai largement débordé sur ce que j'ai à vous dire, mais vous voyez, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'archéologie moderne contemporaine est une situation à l'opposé, dans des conditions qui sont totalement opposées opposé, c'est pas un conflit, c'est-à-dire totalement antinomique, contraire à l'archéologie préhistorique. Le préhistorique, vous n'avez plus grand-chose. Le récent, vous avez tout. Et vous voyez qu'on est totalement à l'opposé. Une autre façon de penser l'archéologie, un petit point, peut-être, pourquoi pas, l'archéologie définie par la spécificité de son objet d'étude. Ici, j'ai écrit l'ars. L'ars latin, c'est la technica. C'est la fabrication. Ce n'est pas l'art, qu'un grand art. C'est la fabrication, c'est la technique. L'équipement dont se dote chaque société. Une autre façon de voir l'archéologie. Et avant d'en faire un peu l'historiographie, regardez la préhistoire. Les préhistoriens ne font pas autre chose que de s'occuper, alors vous allez me dire par force, que de s'occuper strictement que de l'équipement technique des préhistoriques. Ils n'ont que ça. Et ils n'ont même pas tout. Oui, ça c'est bien ce qu'ils font. Madame Vauquer, vous m'avez dit, vous êtes dans l'Antiquité tardive. J'imagine, vous prenez en compte que de l'équipement technique de l'Antiquité tardive. Voilà. Le cas échéant, ça peut s'agrémenter effectivement de quelques lectures de textes, ou de beaucoup de lectures de textes. Mais l'objet même, la question, c'est comment il faut. C'est ça, c'est comment il faut. Et ça a quelles conséquences socialement parlant. Et socialement parlant, comment on produit ce comment il faut. C'est ça, probablement, la problématique de l'archéologie spécifiée par un objet d'étude qui est l'équipement d'une civilisation. Alors, là aussi, c'est pas, j'invente rien, c'est pas une lubie, c'est pas une originalité. Regardez, les précurseurs, Balzac nous invite à relire certaines pages de Balzac, précurseur de l'archéologie contemporaine. Je vous le dis à voix haute, l'archéologie comprend
l'architecture, la sculpture, la peinture, l'orfèvrerie, la céramique, l'ébénisterie, art tout moderne, les dentelles, les tapisseries, enfin, c'est moi qui ai né en Italie, toutes les créations du travail humain. Et c'est Balzac qui écrit ça au milieu du XIXe siècle. Il écrit aussi, et un peu avant même, dans l'avant-propos de la comédie humaine, l'auteur déclare être l'archéologue du mobilier social. Et quand il dit qu'il est archéologue du mobilier social, je signale qu'il écrit la comédie humaine, mais c'est une description de son prénom qu'il fait. Edward Hall. Hein? Et pourquoi si vous vous rappelez, j'imagine qu'en Belgique, on a étudié un peu Balzac, comme on ne sait rien, mais bon, peu importe. Balzac, comment se caractérise-t-il dans la littérature? Qu'est-ce qu'il apporte à la littérature? La description. Est-ce que la description n'est pas l'exercice, comment dire, par excellence de l'archéologie? Oui. Et ce n'est pas totalement anodin que à la fois Balzac se déclare archéologue de son temps et que c'est un interminable descripteur. Ah oui, il s'intéresse à une chose. Et il aime en voir en quoi les choses font fonctionner le social. Un autre précurseur, un peu plus récent, Waldemar Deona, qui est un Suisse, qui est à l'école, qui est un membre étranger de l'école française de la tête, et qui très original, mais qui dit pareil. Il écrit, on admet une archéologie du Moyen-Âge. Alors déjà à l'époque, écrire ça, il dit on admet. C'est le cas échéant. On admet une archéologie du Moyen-Âge, parfois même une archéologie de la Renaissance. Nous pouvons supposer l'archéologie du XVIIIe, du XIXe siècle et même contemporaine. Mais c'est pas un jeu. On n'invente pas. Et ça se passe alors en 1922, je crois, cet ouvrage-là, mais il écrit déjà un traité d'archéologie vers 1914 ou 1913. C'est quand même pas dans les 50 dernières années, hein? D'accord? Donc les précurseurs, cette idée-là, alors j'en ai relevé chez beaucoup d'auteurs, mais beaucoup d'auteurs aussi des littéraires. C'est intéressant d'exploiter les littéraires, de regarder comment la littérature s'écrit au XIXe siècle, parce que c'est quand même le reflet de la pensée. Et vous avez d'autres auteurs, je crois que c'est Henry James qui dit que Meissonnier, qui est un peintre, le peintre Meissonnier, est archéologue des temps napoléoniens parce qu'il connaît tous les uniformes. Oui, pour un observateur, un essayiste, on pourrait dire un éditorialiste de l'époque, Henry James, qui est aussi un Américain, donc un romancier, il remarque ça. Il dit, tiens, ce peintre, c'est un archéologue. C'est un archéologue parce qu'il connaît les uniformes. Oui, c'est très curieux. C'est très curieux pour nous. C'est-à-dire que parce qu'on connaît des uniformes de l'époque de Napoléon, on est archéologue. Et on penserait à ça, nous. Vous voyez, pour nous, il n'y a que des collectionneurs un peu frappés pour connaître les boutons de culotte de l'armée napoléonienne. Mais pour lui, non, c'est un archéologue. C'est un archéologue. Donc, oui, cette idée-là, et puis j'en ai trouvé aussi chez des érudits, enfin bon, peu importe. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner un certain nombre de références. Et puis, le créateur. Alors, le créateur, il a été mon professeur. Donc, je suis plutôt de cette école-là. C'est Philippe Brudeau, donc, qui était professeur d'archéologie grecque à Paris-Sorbonne et qui a fondé le Centre d'archéologie moderne et contemporaine et surtout la revue Ramage, qui malheureusement a cessé de paraître X réseau. Et pour Philippe Brudeau, l'archéologie se définit par donc, la spécificité de son objet d'étude et l'équipement dont se dote chaque société, chaque civilisation. C'est ça, faire l'archéologie, du social, c'est considérer, prendre en compte l'équipement, en quelque sorte, d'une société. La question n'est pas la date de la société, la question c'est que tous les humains sont techniciens. Donc tous fabriquent. Nous fabriquons tous quelque chose, plus ou moins adroitement, mais ce n'est pas la question. Nous sommes tous des techniciens, nous sommes tous des homo faber. Et c'est ça, en quelque sorte, pour Philippe Brudeau et une certaine école, l'objet de l'archéologie, c'est le produit de l'homo faber, de l'homme fabricant. Alors, cette fabrication, elle va de la moindre, je parlais de bouton de culotte,
toute petite épingle jusqu'à la boîte de foin. Parce qu'une boîte de foin est aussi une fabrication. Et vous savez qu'on met les aiguilles dans les boîtes de foin, ça je le dis. Mais aussi tout le paysage. Tout le paysage est d'abord une fabrication. Il y a peu de paysages entre guillemets naturels. La plupart des paysages aujourd'hui sont façonnés par l'homme. D'accord? Donc voilà, il n'y a peut-être que les océans qui ne sont pas directement façonnés. Il y a encore les bords d'océan, et à l'époque, plus. Donc une archéologie qui est thématiquement modélisée, ça c'est très important, c'est-à-dire que l'étude ne va pas se faire au cas par cas, mais par, on pourrait dire pour vous, thème, en quelque sorte, et par thème modélisé, c'est-à-dire de trouver des modèles. Philippe Bruno a écrit un modèle du vêtement, du logement, un modèle de qu'est-ce que l'église, donc qu'est-ce que c'est que la question du culte, et de voir comment, par exemple, le culte peut s'équiper. À tous les coups, c'est l'équipement de. Se loger demande un équipement. D'accord? À tous les coups, c'est cette question-là. Alors après, ça se décline dans l'histoire. Et évidemment, on ne se loge pas à l'époque paléo-chrétienne comme on se loge à l'époque où Élisabeth VII. Évidemment. Mais ça, je dirais que c'est un autre axe. Ça se décline. Mais la question de la modélisation, c'est dire, c'est quoi un logement? Voilà. C'est qu'on peut retrouver quelle est la constante du logement. C'est-à-dire, la rencontre, finalement, c'est s'isoler et se rencontrer. C'est un peu une constante du logement. C'est à la fois avoir un endroit où on peut s'isoler et se rencontrer et déambuler. Et c'est ce genre de choses, c'est le genre de modélisation. Si ça vous intéresse, là aussi, je vous invite à prendre connaissance d'un certain nombre d'articles dans la revue Ramage qui est en ligne. Donc, toutes les périodes sont bonnes d'archéologie pour laquelle le recours à la fouille n'est pas définitoire, mais juste opportun. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on ne peut pas faire autrement, évidemment, il faut aller fouiller. Je mets de côté la question patrimoniale où il s'agit de sauver parce que ça va être détruit. Et là, on fouille. Je ne parle pas de ça. Je parle véritablement de poser une question ou une vérification. Ça peut être de l'observation directe, ça peut être aussi de l'observation indirecte par témoignage oral, écrit, imagé. Oui, pourquoi pas. Autrement dit, la question des sources ne se pose pas. La seule question, c'est la question. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pose comme question aux choses? Après, comment je vais y arriver? Je peux aussi aller fouiller. Et je peux aussi regarder des archives. Et puis, je peux aussi demander aux gens comment ils font. Et puis, je peux aussi observer, etc., etc. Et donc, comme je l'ai dit enfin, une archéologie qui utilise autant les sources matérielles que testimoniales. Matériel, c'est les choses. Testimonial, ça veut dire qu'il laisse témoignage. Autrement dit, je vais vous dire, de l'écrit, de l'oral et de l'image. Okay? Sachant que la critique, évidemment, est obligatoire, je vous le disais, pour les corps là, de la guerre de 14 ou les archives. C'est pas qu'elles mentent, mais ce qui est dedans n'est pas fiable. Voilà. La plupart du temps, les images ne sont pas fiables. D'ailleurs, ça commence par le noir et blanc. Vous avez plein de photos en noir et blanc. Vous les en noir et blanc, vous? Moi, non. Voilà, ça commence comme ça. Non, mais voilà, on n'a pas la couleur. Ça commence comme ça. C'est pas que c'est faux, c'est pas un mensonge. C'est que, voilà, il manque quelque chose. Et puis, une photo, alors je prends le cas de la photo, parce qu'il est exemplaire de ce qu'on pourrait croire objectif. Mais photo, c'est cadré. Vous lisez cadré, vous? Moi, non. Je fais comme ça. Et puis, je vois tout autour. Et puis, on a une vision à peu près comme ça. Donc, une photo, c'est comme ça. C'est cadré. Et c'est en noir et blanc, souvent. Et même la couleur, c'est pas la couleur que vous percevez. Virgule, etc. Virgule, etc. Donc, critique évidemment des sources testimoniales. Alors, je vais vous montrer quelques plaisirs que j'ai à faire cette archéologie. Déjà, puisque je parle de sources, voilà le genre de sources qu'on peut utiliser. Ça évite de fouiller. Ça évite de retrouver des parapluies tout tordus, tout rouillés, où il n'y a plus les baleines, où la toile est déchirée, parce que là, dans chaque notice, vous avez la dimension, le matériau, etc. Donc, comment dirais-je, plus de problèmes documentaires ne se posent beaucoup moins. Ça veut dire qu'ils ne se posent pas, hein, mais ils se posent beaucoup moins et ils se posent autrement. Le problème documentaire. Mais c'est vrai que ce côté lacunaire de la documentation
il est transporté autrement et ailleurs. Voilà. Alors, voilà, ce sont on peut étudier effectivement à partir de catalogues de... Ça, c'est un catalogue de vente par correspondance. Hein. On peut étudier à partir de catalogues de vente, peut-être, effectivement, tout l'équipement d'une société. Oui, mais j'ai été assez long sur la critique des sources. Oui, mais quelle société? Parce que un catalogue de vente, oui, mais c'est le vente à qui? Dans quelles conditions? Il ne faut pas croire qu'il y a... Aussi, c'est comme les dictionnaires. Il ne faut pas croire qu'il y a tout dans les dictionnaires, qu'il y a tout dans les encyclopédies et qu'il y a tout dans les catalogues de vente. Ça, c'est une manufacture. Et en fait, c'est une manufacture qui est plutôt tournée vers le milieu rural. Ce qui explique quoi? Alors, on est dans les années 1900-1910. Et voilà, ça, c'est le catalogue de 1910. Et vous avez tout l'équipement de l'éclairage. On est en France, hein, mais ça se vend dans l'Europe entière. C'est l'équipement de l'éclairage. C'est là qu'on détecte qu'il s'agit du milieu rural. Pourquoi? Vous avez du pétrole, d'accord? Et acétylène, qui est un gaz qui est produit. Oui, vous avez aussi des lampes à gaz. Vous avez encore de la bougie. Vous avez même de l'huile. Vous avez de l'essence, d'accord? Et ici, le gaz entre guillemets, de l'huile. Vous n'avez pas d'électricité. Attendez, hein, pas d'électricité. Au même moment, en France, dans les villes, l'électricité est là. C'est intéressant de voir ça, c'est que là, aucune fouille ne vous donnera ça. Hein. Là, vous détectez que simultanément, effectivement, vous lisez, on va le dire autrement, vous lisez une grande étude sur l'éclairage écrite par un historien, dans un peu du style histoire de la France urbaine, l'histoire de la France rurale. Vous allez avoir des grandes généralités, on va vous dire que ci ou cela, mais avec très peu de moyens ici et des catalogues de vente, vous arrivez à affiner effectivement le mode d'éclairage. Et c'est quand même pas rien, l'éclairage, hein, on l'a dit. C'est pas anecdotique, hein. Ou alors, si vous me dites que c'est anecdotique comme n'importe quelle lampe à huile, s'il s'agit d'éclairage, qu'on peut trouver sur un site paléocratien. C'est tout aussi anecdotique. Mais non, c'est pas anecdotique, l'éclairage, parce que l'avènement de l'éclairage, du pétrole en particulier, fait que ça change la taille des fenêtres. Hein. Faut voir dans les systèmes techniques, c'est ça aussi l'archéologie du ressort, c'est comprendre les systèmes techniques. Vous voyez qu'il y a une relation directe entre le pouvoir s'éclairer et la taille des fenêtres, et puis le pouvoir se chauffer, et etc., etc. Donc, ça qui est intéressant de voir le système technique, et de voir aussi la cohabitation de plusieurs façons d'énergie, en quelque sorte, utilisées pour s'éclairer. Là, je croyais avoir une autre diapo forte. Un autre domaine que j'aborde dans la lignée, c'était Philippe Bruno a eu un cours sur ce sujet-là, c'est l'archéologie de la République. Alors là aussi, c'est l'archéologie sans fouille. Mais j'ai envie de dire, ça y ressemble quand même à de la fouille. Regardez, c'est tout cassé, c'est tout arraché. Bon. Hein, ça a un peu d'archéologie. C'était de bonne loi et traditionnelle, que ce soit tout cassé. Alors, l'archéologie de la République, c'est un peu voir comment, finalement, enfin, au moins en France, à partir des années 1790, la République, et jusqu'à 1905, en gros, où en France, la séparation de l'Église et de l'État, comment la République lutte pour s'imposer et quel équipement technique, puisqu'il s'agit de définir l'archéologie de cette façon-là, quel équipement technique va utiliser la République pour occuper le terrain et pour ça, propagande dans le sens le plus strict, la propagande. Alors vous voyez que ça peut être assez violent dans les premières années de la Révolution, et ici un cas de papier peint tricolore, carrément dans le cœur de l'Église. Ça a été redécouvert il n'y a pas longtemps parce que après l'Église a été resacralisée et tout ça avait été recouvert par des panneaux. Et quand pour restaurer, on a enlevé les panneaux, on a trouvé ça. C'est un cas vraiment très rare. Alors là aussi, un des a priori qu'on pourrait avoir sur l'archéologie contemporaine, c'est on a tout et on sait tout. Oui, jusqu'au moment où on ne sait pas. Personne ne serait jamais douté de ça. Si vous voulez, de cette républicanisation par du papier peint.
de même par de l'inscription, ici, même procédé dans le cœur d'une église, où vous avez ici la devise de la Première République, que j'oublie toujours: liberté, égalité, unité, indivisibilité de la République française ou la mort. Enfin, première devise de la République, on ne connaît pas, s'est calmé au bout d'un moment: liberté, égalité, fraternité. C'était un peu plus simple. Là, c'est tout ça pour la mort. C'est pas le choix. Et vous voyez, dans une église, on écrit ça. Bon, voilà. Il y a, là aussi, ça, ce sont des choses qui, comment dirais-je, sont quand même assez rares à trouver et inattendues et peuvent revisiter en quelque sorte, j'ai envie de dire, une certaine histoire. Vous avez à droite une républicanisation beaucoup plus récente ici. Alors ça, c'est une église de style baroque à Pézenas dans les Rés. Une des rares églises baroques, de style un peu baroque française. La France a été assez réfractaire et hostile au baroque. Et cette pauvre église, elle a reçu une inscription probablement après 1905, quand l'État est devenu propriétaire des églises. Et donc, du coup, cette républicanisation s'est faite simplement épigraphiquement parlant. Vous avez en haut un cas rare d'appropriation donc, par la République d'un temple protestant. Je ne sais pas si vous devinez: liberté, égalité, fraternité. Et quand on sait ça, du coup, on devine au-dessus sur l'architrave République française. Cas assez rare d'un temple protestant qui est, pareil, républicanisé en 1905. En bas, ça fait partie de... Moi, j'essaie de préparer une étude sur l'iconographie. Actuellement, je travaille sur l'iconographie des lycées républicains du 19e siècle. Là aussi, c'est un domaine assez méconnu. Et je suis tombé sur un cas assez, je dois dire, assez étonnant d'un stratagème. Alors, ce n'est pas un stratagème républicain, c'est un stratagème nationaliste, mais qui est vraiment assez étonnant. Je n'en dis pas plus et je vous montre le cas, comme quoi il y a des choses qui ne sont pas toujours évidentes. Nous sommes à Paris, nous sommes au lycée Voltaire, un grand lycée du 11e arrondissement, avec une très grande façade où il y a le buste de Voltaire et le buste d'un savant qui s'appelle Panthère. Donc, Voltaire et Panthère, ça rime, c'est probablement exprès, mais je passe sur cette photographie-là. Et au-dessus, vous avez un fronton avec un grand bouclier, grand sceau plutôt, républicain, avec marqué RF, République française. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Puis vous voyez que tout autour, alors c'est en fonte, donc pas question de se tromper, donc on ne peut pas dire que c'est lacunaire ni erroné. C'est un groupe. Et puis vous voyez que tout autour, vous avez une couronne qui est ponctuée par des fleurs qui probablement cachent les moulons, mais peu importe. Ça détermine des petits panneaux, comme je ne sais pas comment on pourrait dire, des métopes, des petits panneaux où vous trouvez des noms de villes. Marseille, Lyon, Brest, Rouen, Paris, etc. Et puis, ici, vous avez... Et c'est curieux. Et je me suis dit peut-être que c'est une liste chimique et que les panneaux ont été déterminés par le nombre de boulons. Donc, j'ai un nombre de panneaux déterminé par un nombre de boulons et j'ai un nombre de villes déterminées selon une logique qui reste à trouver. Et je me suis dit, c'est peut-être les académies. Avec la France, c'est divisé en académies. J'ai regardé très rapidement, c'est marrant. Mais pas du tout. J'avais tout faux. Et tout faux. Bon, c'est bizarre. Bon. Et puis, je présente ça dans un séminaire. Et puis, j'ai un collègue qui me dit, c'est moi qui manque. Mais pas quoi. T'as raison, mais tu as raison. Et tout simplement, voilà l'histoire. Je vous l'ai mis ici, 1889. Et voilà l'histoire. Je vous laisse apprécier, en quelque sorte, que nous sommes en 89. Nous sommes après la guerre franco-prussienne. L'Alsace est allemande. Mais vous savez qu'on ne s'en est jamais relevé.
et qu'on a passé 40 ans à vouloir récupérer l'Alsace et la Lorraine, et que d'une certaine façon, c'est une façon, comment dire, c'est comme garder, garder une chaise de quelqu'un qui va venir m'enlever. Vous savez, on les garde sa chaise, et bien là, j'avais dit dire, on a gardé ici la place pour Strasbourg, tout simplement. Et vous voyez que quand on cartographie, ben, ça marche bien. Paris, ben, c'est la capitale, alors on l'a mis à midi. OK, Paris. Et puis si je relis par des traits tout le monde, ben, en gros, je fais le tour de France. Je trouve étonnant qu'on ne soit pas arrêté à Toulouse, sauf que, n'oubliez pas les boulons, ça m'aurait fait un panneau en plus que je n'ai pas, puisque je veux réserver la ville pour Strasbourg. D'accord? Donc, du coup, ben voilà. Et du coup, je réserve un ville pour Strasbourg, et c'est la ville qui n'est pas là, en quelque sorte, mais qui, d'une certaine façon, est là quand même, qu'on lui réserve sa part. Vous voyez, jusqu'où peut aller, en quelque sorte, ce très très beau nationalisme, cette astuce, effectivement, ce stratagème pour dire Strasbourg est toujours française, mais elle n'est pas là. Ah, c'est une façon de faire. Vous voyez que dans cette... voilà. Alors, j'ai comme ça, voilà, c'est l'étude de l'iconographie, l'épigraphie, je dirais, des lycées parisiens, c'est assez intéressant. Vous allez dire, est-ce que c'est de l'archéologie? Ben, moi, je vous répondrai, attendez, on va, je ne sais pas moi, en Libye, en Afrique du Nord, sur une grande ville romaine, on trouve un machin équivalent de l'époque romaine. C'est pas de l'archéologie, vous allez me dire, oui. Voilà, ça se répond avec la même énigme. Hein. On peut trouver des énigmes comme ça. Ce serait l'Empire romain. Les Romains étaient parfaitement capables de faire ce genre d'astuce et de faire ce genre de cartographie. Voilà. Quoi, ça ne serait pas? Je dis, ah ben oui. Et puis, enfin, dans mes études, alors je reviens à quelque chose de plus sage, j'ai envie de dire par rapport à une archéologie, et presque envie de dire aussi, ne pas vous choquer, une archéologie traditionnelle, j'étudie des réseaux de chemin dans le nord du Languedoc. C'est comme ça, l'une des parfaits. Ben, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise un peu tout. Il n'y a aucune raison, parce que je suis archéologue, il n'y a aucune raison que je me passe d'étudier des textes où vous voyez qu'au nord, l'Aquilon s'invente une direction. C'est le nord. Au nord, il y a le chemin ferré. C'est une source pour moi, c'est une source fondamentale d'avoir des listes de liens où il y a des noms de chemins qui sont situés et secrets, nommés et situés par rapport à des directions, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il n'y a aucune raison, alors tout ça, ça concerne le même endroit, hein, il n'y a aucune raison que je me passe de carte, et aucune raison que j'aille face au terrain, parce que archéologue, c'est aussi aller voir les choses, comme je vais voir les fauteuils, comme je vais voir de l'épigraphie, et comme un préhistorien va voir son site. Moi, je vais voir les choses, et là, ben, il se trouve que, vous voyez, ici, là, cette petite parcelle, ici, là, en fait, j'ai un vestige d'un chemin abandonné, justement, je ne sais pas très bien depuis quand, mais au moins depuis le siècle. Puisque dans ce texte, pour d'autres raisons, je comprends qu'il est abandonné. Là, je le repère sur une photo aérienne, je m'aperçois que, évidemment, il est entretenu, mais évidemment pas comme Chaudin dans les années 50. Et puis, je vais sur place et je m'aperçois qu'il est... En fait, c'est tous ces fouillis, là, tous ces feuillages, c'est le chemin, c'est totalement abandonné. Je ne sais pas, une démarche archéologue. Et puis, pour tout vous dire, un jour ou l'autre, je vais aller faire des sondages. Là, véritablement, je vais aller vérifier. Oui, parce que la fouille va s'avérer nécessaire pour savoir. Alors, je sais à peu près à quel moment c'est abandonné, mais je ne sais pas à quel moment c'est construit. Il faut que l'objet de fouiller, parce que je n'ai aucune source, aucun témoignage antérieur au XVIIe siècle. Bah oui, la fouille, là, oui, je vais le faire. D'un débat. Et puis, pour finir, quelle archéologie pour les temps récents? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas tellement, je ne sais pas vraiment comment vous répondre, mais vous aurez compris qu'il n'y a pas d'obstacle à étendre la façon dont on fait de l'archéologie, que l'archéologie n'est pas obligatoirement pieuse
elle est opportunément fouilleuse, certes, ou patrimonialement fouilleuse, quand il s'agit d'aller fouiller quelque chose que vous avez détruit. Oui, mais ça, c'est pas une problématique stratégique. D'accord? D'être obligé d'aller fouiller quelque chose parce que ça va être détruit, c'est pas une question posée, a priori. Se pose après, oui, bien sûr, bon, alors comment on va aborder le sujet? Mais c'est pas véritablement, au départ, une question à se poser. Je crois que les clivages, ce qui nous empêche de penser à l'archéologie de façon étendue, pour une part, il y a une affaire académique. C'est qu'on croit toujours que les sciences, les spécialités sont établies par une sorte de code, c'est-à-dire par des sortes d'académies où on nous interdirait d'aller piétiner les plates-bandes, plutôt d'aller chez l'autre parce qu'on piétinerait ses plates-bandes. En réalité, on peut aller chez l'autre. La question n'est pas là. Archéologie, histoire de l'art, voudrait dire que les historiens de l'art s'occupent du noble et, comme je l'ai dit tout à l'heure, les archéologues de l'ignoble. Oui, ben non. Parce que si j'ai besoin d'un super tableau, parce qu'il y a un détail qui va éclairer ma question archéologique, et pas m'empêcher de le faire, sous prétexte ce serait chasse gardée de l'histoire de l'art. Évidemment non. De même, j'ai pu constater, en particulier avec l'ethnologue Thierry Baudot, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle L'attachement aux choses, avec l'archéologue Thierry Baudot, combien nous avons en commun des questions. Donc vous voyez que tout ça, ce sont souvent des étiquettes. Ce qui compte d'abord, c'est la question qu'on pose. Ce qui compte d'abord, c'est d'avoir un objet d'étude. J'ai un objet d'étude, c'est les choses. Après, je vais leur poser des questions. Plutôt, je vais poser des questions aux installations, au système technique. Et c'est ça qui va compter en quelque sorte. Après, que les hasards de ma vie, de ma carrière, aient fait que j'ai une étiquette archéologue à l'INRAP, et que Mme Beaucaire a une étiquette archéologue à l'UNP. Ce sont les hasards de la vie. J'aurais très bien pu me retrouver dans un laboratoire d'ethnologie. Mais pour autant, je me serais toujours occupé des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est une opportunité aussi, je dirais, de carrière, qui fait qu'on est ici ou là. Voilà. Et souvent, les étiquettes, elles sont totalement arbitraires, et on peut avoir les mêmes étiquettes, ou plutôt, on peut avoir plusieurs étiquettes différentes pour un même tiroir. Et oui, évidemment. Et puis, vous pouvez avoir plusieurs tiroirs avec la même étiquette. Donc, tout ça, il faut le dépasser. Dans les problématiques, il faut dépasser ces choses-là pour se dire, mais au fond, qu'est-ce que je fais? Il y en a de même dans les rapports avec la sociologie et avec l'histoire des historiens. Alors là, je dirais que c'est un problème plus aigu. C'est un problème beaucoup plus aigu parce que le mot histoire est très ambigu. Vous avez l'histoire des historiens, et c'est pour ça qu'il y a une histoire des historiens. C'est l'histoire académique, c'est-à-dire histoire avec ses problématiques et questions posées par des historiens. C'est-à-dire, quelle est la société des potiers? Comprenez bien que quand on fouille un dépotoir de potiers, on ne trouve pas la société des potiers. On trouve la production des potiers, et encore qui en a été jeté. Donc, quelle question poser au dépotoir? On ne pourra pas répondre à une question d'historien en fouillant un dépotoir. Et donc, il y a des questions spécifiques au dépotoir. Je vous le disais aussi tout à l'heure. Donc là aussi, l'histoire des historiens, et évidemment pour les temps récents, la question n'est pas d'être à la remorque d'une question posée par un historien. Vous avez une problématique particulière. Pour finir, dépasser donc les critères définitoires de l'archéologie de l'enfant Darwin, dépasser l'archéologie comme démarche administrative, c'est-à-dire l'autorisation. Je sais que Jean-Paul Demoule est venu vous présenter la fouille du déjeuner sous l'herbe, et vous savez qu'il n'a pas eu d'autorisation. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il n'a même pas eu une non-autorisation. Hein. C'est ni autorisation, ni non-autorisation. C'est-à-dire, c'est pas de l'archéologie. Alors, du coup, est-ce que pour autant, Jean-Paul Demoule n'était pas archéologue ce jour-là? Évidemment, non. Donc, vous voyez que, je dis ça parce que c'est des choses, quand on s'occupe des très récents, tu n'as pas d'autorisation, tu n'es pas archéologue. Ah bon? Donc, l'autorisation, c'est
ça peut être évacué, cet argument-là, ce critère-là. L'archéologie comme action de l'archéologue, pas tenté ou tenté, on n'est pas la question. D'accord. L'archéologie comme fruit d'une enquête toujours difficile. Ça aussi, c'est un critère archéologicité. Plus l'enquête est difficile, plus c'est archéologique. Mais évidemment, non. Mais la question n'est pas... imaginez la criminologie. La criminologie qui n'irait que dans les cas, que dans les enquêtes non résolues, et qui ferait ici des flagrants délits. Ben, ce ne serait pas la criminologie complète. Au contraire, c'est formidable d'avoir des flagrants délits. Ça permet véritablement d'avoir le nom du tueur. Ce qu'on n'a jamais. Voilà. C'est un peu aussi comme une médecine qui ne s'occuperait que des opérations chirurgicales et qui oublierait le cabinet généraliste. Oui, on fait faire soigner le petit bobo, la petite infection du doigt. Ben, c'est autant de la médecine que d'une opération à cœur ouvert. C'est toujours de la médecine. Ce qui compte, c'est la question de la pathologie et de la traumatologie. C'est ça, comme il y a la criminologie. L'archéologie doit être à ce niveau-là. C'est-à-dire une réflexion sur l'univers matériel. Après, les modalités, elles sont économiques et politiques. Mais scientifiquement parlant, et ce sont des problèmes qu'on appelle d'épistémologie. Scientifiquement parlant, tout ça, ça fait balayer. Scientifiquement parlant, ce n'est pas des critères très sérieux. De même, l'archéologie comme un productrice de données qu'on entendra régulièrement de façon sous-jacente ou explicite avec encore beaucoup d'historiens. C'est-à-dire que l'archéologie produit des données. C'est ce qu'on pourrait appeler une sorte d'archéologie documentaire qui arrive avec des données, des sacs de données. Après, ça a été des disquettes, aujourd'hui, ce sont des discoveries, des plateformes de données. Et puis, voilà, l'historien, dans des temps modernes et contemporains, s'en servira le cas échéant pour illustrer. Quand ça aussi, ça ne tient pas la route. Vous voyez bien que je vous ai donné quelques petits exemples pour reposer à l'infini n'importe quelle source, y compris la plus historique des sources, la source écrite, on peut à l'infini la relire et lui reposer des questions. Alors, en fait, on ne lui repose pas des questions. On pose une nouvelle question et on se dit, tiens, est-ce que ça pourrait pas m'être utile? Voilà. Et pour vous assurer qu'en matière d'archéologie contemporaine, on peut relire les archives parce qu'on va y découvrir des nouvelles choses que personne n'avait vues, que personne n'avait remarquées, ou que personne n'avait interprétées de cette façon-là. Vous voyez? Et enfin, pour terminer, opposition, une archéologie peut simplement intégrer à une anthropologie générale. Hein? Je vous montre en bas, pour la énième fois, un autre cas de pourquoi c'est archéologique et pourquoi ça ne l'est pas, pourquoi ça ne le serait pas. À gauche, l'arc de Septime Sévère à Douga en Tunisie, tout cassé, pas grand-chose. À droite, l'arc de triomphe du Carrousel à Paris, magnifique exemple de propagande napoléonienne. Ben là, vous avez l'âge du capitaine, plutôt l'âge de l'empereur, d'ailleurs. Dans l'autre cas, ça va être une plus difficile. Mais si on sait beaucoup de choses sur Septime Sévère, dans les deux cas, de toute façon, il y a soit un minimum, soit un maximum d'enquête. Mais dans les deux cas, il s'agit bien de poser comment on équipe la propagande. Comment s'équipe la propagande? Par du pavois de Worms, du bracelet, du machin, le truc. Eh bien, je vous remercie.